Il est rentré chez lui plus tôt et est descendu au sous-sol. Ce qu'il y a vu a déclenché une chaîne d'événements qui ont transformé sa fille, aveugle en larmes, la plus dangereuse de leur monde. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire de quel pays vous regardez. Dominique Crawford n'aurait jamais dû être chez lui à cette heure-là. Sa journée avait été réglée depuis des années avec la précision d'un mécanisme bien huilé. Réunions, déplacements, visites contrôlées, retour tardif. Dans sa vie, l'imprévu n'était pas une liberté, mais une menace. Pourtant, ce soir-là, une décision prise presque machinalement, écourter une rencontre inutile, le ramena plus tôt que prévu derrière les grilles de sa propre demeure. La maison l'accueillit comme elle l'avait toujours fait, silencieuse, immobile, presque solennelle. Chaque chose y avait sa place, chaque couloir connaissait le pas de ceux qui avaient le droit d'y marcher. Dominique avait fait de cet endroit une forteresse, non seulement contre ses ennemis, mais aussi contre le chaos. Le marbre brillait sous une lumière mesurée, les caméras clignotaient discrètement, les capteurs murmuraient leur présence invisible. Tout était censé respirer la sécurité et l'ordre. C'est précisément pour cela que le son le frappa comme un coup porté à l'aveugle. Il ne s'agissait pas d'un bruit fort, pas une chute, pas un cri, pas un fracas qui aurait immédiatement déclenché l'alerte. C'était quelque chose de plus troublant, un choc sec, répété, régulier. Bois contre bois, un rythme trop net, trop volontaire, un battement précis, presque méthodique, comme celui d'un métronome invisible. Dominique s'immobilisa au milieu du hall. Son corps réagit avant sa pensée. Des décennies passées à survivre lui avaient appris une règle simple. Dans un endroit censé être silencieux, tout bruit est un message. Et ce message venait d'un lieu qui, selon toutes les règles de sa maison, aurait dû être mort. Le sous-sol. Cet espace n'avait jamais été destiné à autre chose qu'à l'oubli. Des meubles anciens, des objets dont on ne voulait plus, des souvenirs relégués loin des regards. Personne n'y descendait sans raison. Personne, surtout, n'y faisait résonner un son vivant. Dominique ne fit pas appel à la sécurité. Il n'annonça pas sa présence. Il ne donna aucun ordre. L'instinct, celui qu'il avait maintenu en vie quand tant d'autres avaient disparu, lui murmura de rester seul. Le danger, quel qu'il soit, devait être observé avant d'être affronté. Il descendit les marches de marbre avec une lenteur calculée. Chaque pas était posé avec soin, chaque respiration contenue. Plus il s'enfonçait, plus le bruit devenait clair. Le bois fendait l'air, s'arrêtait net, repartait. Il y avait une cadence, mais aussi une irrégularité volontaire, comme si quelqu'un cherchait à tromper l'attente. Arrivé devant la porte du sous-sol, Dominique remarqua qu'elle n'était pas complètement fermée. Une étroite fente laissait passer une ligne de lumière, et, avec elle, une certitude glaciale. Ce qui se trouvait derrière n'était pas un accident. Il approcha son œil de l'ouverture. La vision qui s'offrit à lui coupa littéralement le souffle. Au centre de la pièce se tenait sa fille. Élisa avait 12 ans. Elle était née aveugle, et pour Dominique, cette cécité avait toujours été la blessure la plus profonde de son existence. Non pas parce qu'il la voyait comme une faiblesse, mais parce qu'il savait ce que le monde faisait à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il avait bâti autour d'elle une armure faite de garde, de règles, de distance, de précautions. Elle n'était jamais seule, jamais exposée, jamais laissée au hasard. Et pourtant, elle était là, pieds menus sur le béton froid, droite, immobile, tenant un bâton de bois dans ses mains fines. Ses yeux, voilés et sans point fixe, semblaient eux regarder le vide, mais son corps racontait une autre histoire. Chaque muscle était tendu, chaque posture calculée. Elle ne tremblait pas, elle attendait. Autour d'elle se déplaçait une femme, Raina, la nouvelle domestique, silencieuse, discrète, presque invisible depuis son arrivée 8 mois plus tôt. Elle faisait son travail sans jamais attirer l'attention. Parlait peu, observait beaucoup. Dominique l'avait à peine remarqué. Et maintenant, elle se tenait là, elle aussi armée d'un bâton, tournant autour d'Élisa avec une précision inquiétante. Leurs mouvements n'étaient pas ceux d'un jeu. Les frappes de Raina n'étaient que pas régulières. Elle brisait volontairement le rythme, changeait d'angle, de vitesse, de distance. Elle attaquait sans prévenir, puis s'arrêtait brusquement, créant des silences trompeurs. Élisa ne voyait pas. Elle écoutait.
Dominique le comprit en observant les infimes réactions de sa fille. Un léger déplacement du pied lorsqu'un souffle changeait, une rotation du poignet quand le bois sifflait différemment dans l'air. Elle ne reculait pas dans la panique. Elle avançait, entrait dans la distance, bloquait, répondait par des gestes courts, précis, presque chirurgicaux. Ce n'était pas une thérapie, ce n'était pas un exercice pour enfants, c'était une formation pour survivre. La colère monta en Dominique comme une vague brutale. Il n'entra même pas dans la pièce avec prudence. Il ouvrit la porte d'un coup sec, le bruit résonnant violemment contre les murs. Raina s'arrêta instantanément. Elisa, elle, mit une fraction de seconde de plus à se tourner dans sa direction, guidée par le son de la porte, par le changement soudain de l'air. Dominique entra, le visage dur, la voix chargée d'une fureur qui n'était que la forme la plus primitive de la peur. Il parla de danger, d'irresponsabilité, de folie. Il parla comme un père et comme un homme qui avait enterré trop de corps pour croire aux bonnes intentions. Raina ne recula pas. Elle ne chercha pas à s'excuser. Elle se plaça simplement devant Elisa, légèrement, mais clairement, comme quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à faire barrage de son propre corps. Lorsqu'il annonça qu'il la renverrait immédiatement, elle le regarda enfin droit dans les yeux et lui dit calmement ce qu'il ne voulait pas entendre. Les murs ne protègent pas ceux qui sont sans défense à l'intérieur. Les gardes peuvent être achetés, les caméras peuvent être contournées. Dans leur monde, la faiblesse n'est pas une condition, c'est une cible. Dominique voulut mettre fin à tout cela par un ordre. Une simple phrase, comme il en avait prononcé des milliers d'autres. Elisa parla avant lui. Sa voix n'était ni capricieuse ni suppliante. Elle était fatiguée. Fatiguée d'être portée, guidée, contenue. Fatiguée d'être traitée comme quelque chose de fragile qu'on déplace avec précaution. Elle dit qu'elle voulait apprendre, qu'elle voulait comprendre, qu'elle ne voulait plus être seulement celle dont on a peur pour elle. Puis elle se détourna et quitta la pièce. Dominique resta figé, incapable de lui répondre. Il l'entendit traverser le sous-sol, puis monter les escaliers sans trébucher une seule fois. La maison, qu'il croyait être son œuvre, était depuis longtemps devenue sa carte à elle. Ce soir-là, lorsqu'Harris Gray vint le voir, Dominique n'était plus le même homme. Harris parla d'un enfant enlevé autrefois, utilisé comme levier, rendu sans vie. Il parla sans émotion inutile, comme on parle d'une vérité connue. Il expliqua que la protection achetée finit toujours par céder, que les compétences, elles, restent. Plus tard, Elisa revint. Elle dit simplement qu'elle ne voulait pas de chien autour d'elle. Elle voulait des dents. Et lorsque Dominique resta seul, bien après minuit, il prit une décision qu'il avait repoussée toute sa vie. Découvrir qui était réellement Raina. Parce qu'aucune simple domestique ne pouvait enseigner cela. Parce que, pour la première fois, il comprenait que le danger n'était peut-être pas ce qui menaçait sa fille, mais ce qu'il avait fait pour la protéger. La maison retrouva son silence. Mais ce silence n'était plus celui de la sécurité. C'était celui d'une fissure qui venait de s'ouvrir et qui, désormais, ne pourrait plus être ignorée. Dominique Crawford quitta la maison avant l'aube, alors que le silence nocturne n'avait pas encore cédé la place au bruissement du jour. Les mots de sa fille, la posture calme de Raina et le regard lucide d'Harris continuaient de tourner dans son esprit comme un mécanisme impossible à arrêter. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas guidé par un calcul stratégique ou par la peur d'un ennemi extérieur, mais par une nécessité plus inconfortable encore. Comprendre. Comprendre ce qu'il avait laissé entrer dans sa maison. Comprendre pourquoi cette femme savait enseigner à sa fille ce que lui-même avait passé sa vie à maîtriser dans l'ombre. L'adresse qu'Harris lui avait donnée se trouvait loin des quartiers où Dominique régnait sans contestation. La route le mena vers une zone délaissée de la ville, là où les façades s'écaillent et où personne ne cherche à dissimuler la pauvreté derrière des façades propres. L'ancien bâtiment apparut enfin, massif et fatigué, vestige d'un atelier textile abandonné depuis des années. Aucune enseigne, aucune indication. Juste une porte métallique marquée par le temps et les coups. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'odeurs mêlées de sueur, de pommades médicinales et de métal. La lumière artificielle était crue, impitoyable, révélant des murs couverts de photographies jaunies, de visages meurtris, de corps figés dans des poses de combat. Dominique sentit immédiatement qu'il entrait dans un monde où l'on n'achetait rien avec des mots ou de l'argent facile. Ici, chaque chose se payait avec le corps.
Un vieil homme l'accueillit sans surprise, comme s'il l'attendait depuis longtemps. Il n'y eut pas de salutation inutile. Dominique n'en demanda pas beaucoup. Il désigna simplement une photographie accrochée près du ring improvisé, éclairée par un néon vacillant. Une jeune femme y apparaissait, les cheveux coupés courts, le regard dur, le visage marqué de cicatrices encore fraîches. Elle souriait pourtant, mais ce sourire n'avait rien de joyeux. Il était celui de quelqu'un qui avait gagné au prix de quelque chose d'irréversible. Le vieil entraîneur prononça le surnom avec un respect mêlé de crainte. La renarde grise, une légende des tournois clandestins, disparue 10 ans plus tôt. Beaucoup avaient en a pensé qu'elle était morte. D'autres espéraient simplement qu'elle ne reviendrait jamais. Dominique reconnut immédiatement Raina, non pas telle qu'il la connaissait aujourd'hui, mais telle qu'elle avait été, une survivante façonnée par la violence. L'homme raconta sans embellir. Raina avait commencé à se battre adolescente. Non par goût du sang ou de la gloire, mais parce que c'était le seul moyen de manger et de protéger son jeune frère. Les combats n'étaient pas des spectacles héroïques. C'étaient des caves humides, des foules avides de chair brisée, des paris qui ne s'arrêtaient qu'à la mort. Elle encaissait, frappait, se relevait, encore et encore. Non pour gagner, mais pour durer. Puis son frère était tombé malade. Une maladie qui exigeait des soins coûteux, inaccessibles pour une fille issue de la rue. Les organisateurs virent l'occasion. Ils lui proposèrent une série de combats dans un championnat fermé, financé par des hommes puissants qui ne se montraient jamais. Les enjeux dépassèrent l'argent. Là-bas, la vie humaine était une variable ajustable. Dominique comprit avec une lenteur douloureuse que ce championnat avait autrefois fait partie des flux financiers qu'il avait acceptés sans poser de questions, héritage sale de l'époque de son père. La nuit de la finale fut celle où tout bascula. Le frère de Raina était venu en cachette, espérant simplement la voir. Les organisateurs l'avaient repérée. Ils l'utilisèrent comme on utilise un couteau sur une gorge. Elle devait perdre. En échange, il serait épargné. Raina entra sur le ring avec l'intention de tomber. Mais son adversaire ne jouait pas. Les coups étaient réels, mortels. Son corps réagit avant sa volonté. Elle gagna, rapidement, définitivement. Ce fut sa condamnation. Pour satisfaire la foule et punir la désobéissance, les organisateurs livrèrent de son frère à l'arène. Il n'y eut ni combat équitable ni pitié. Il mourut sous les yeux d'une foule ivre de spectacle. À cet instant, la renarde grise disparut. Ce qui restait de Raina ne pouvait plus appartenir à ce monde. Elle détruisit ce qu'elle put, fit payer ceux qu'elle atteignit, puis s'effaça. Plus de combat, plus de nom, plus de traces. Elle refusa d'être une pièce de plus dans un système qui se nourrissait de la faiblesse. Dominique quitta le lieu avec la sensation que ses propres murs étaient imprégnés de ce passé. Il comprenait désormais pourquoi Raina n'avait rien exigé en retour, pourquoi elle enseignait sans haine apparente. Elle aurait pu chercher la vengeance. Elle avait choisi autre chose, empêcher que cela se reproduise. Lorsqu'il rentra chez lui, il observa différemment chaque couloir, chaque porte. La maison n'était plus seulement un refuge, mais un lieu de transmission. Il autorisa les entraînements sans réserve, décidé cette fois à regarder, à comprendre. Raina sortit l'apprentissage de l'ombre du sous-sol. Dans la cour, elle installa des obstacles simples mais cruels. Des clochettes suspendues à différentes hauteurs, des surfaces inégales, des zones où le moindre faux pas trahissait la présence. Elisa tomba souvent. Elle se trompa, se cogna, laissa parfois échapper sa frustration. Raina ne la consola pas. Elle la guida avec une exigence inflexible, lui apprenant à écouter ses erreurs plutôt qu'à les craindre. Peu à peu, Elisa développa ses propres outils. De brefs claquements de langue, l'écho renvoyé par les murs, les ombres sonores qui dessinaient un espace invisible mais précis. Dominique assista à cette transformation avec un mélange d'orgueil et d'effroi. Il voyait sa fille devenir plus libre, plus présente, plus vivante. Et il savait que cette évolution ne resterait pas secrète longtemps. Dans leur monde, toute force nouvelle finit toujours par attirer l'attention. La fissure ouverte dans le silence de la maison s'élargissait. Et désormais, elle ne concernait plus seulement l'intérieur des murs, mais le regard du monde extérieur qui commençait déjà à se tourner vers eux. La transformation d'Elisa ne resta pas longtemps confinée à l'enceinte de la maison. Les murs les plus épais ne peuvent retenir les murmures, surtout dans une ville où l'information circule par les bouches plus vite que par les fils. Dans les bars du port,
parmi les hommes qui chargent et déchargent sans jamais poser de questions, dans les couloirs étroits où les gardes échangent des mots à voix basse, une rumeur prit forme. Elle ne parlait pas de tendresse ni d'éducation. Elle parlait d'une héritière aveugle que l'on entraînait. Et plus inquiétant encore, de la femme disparue que l'on disait morte, revenue pour lui apprendre à survivre. Dans ce milieu, chaque histoire est traduite en menace avant même d'être comprise. Ce qui, pour Dominique, n'était qu'une tentative tardive de corriger ses propres erreurs, fut lu ailleurs comme une annonce de guerre. Si un chef affûte une arme, c'est qu'il s'apprête à s'en servir. Si cette arme est son propre sang, alors la détermination est totale. 3 familles, parmi les plus anciennes et les plus méfiantes, commencèrent à renforcer leur position. Les itinéraires changèrent, les effectifs se déplacèrent, les regards devinrent plus lourds. Le moindre mouvement autour de Dominic Crawford fut interprété comme un signe avant-coureur. Dominic tenta au début d'étouffer ces bruits. Il expliqua, avec une sincérité qu'il n'avait plus l'habitude d'offrir, qu'il ne s'agissait que de protéger un enfant. Mais il savait déjà que ses paroles se perdaient dans un langage qui ne reconnaissait pas ce mot. Dans ce monde, on ne protège pas, on se prépare. Et toute préparation est une déclaration. Harris le lui dit sans détour. S'il interrompait les entraînements, il apparaîtrait comme un homme effrayé, prêt à sacrifier sa propre fille pour préserver une façade de calme. S'il continuait, quelqu'un finirait par agir, convaincu qu'attendre serait une faiblesse. Dominique comprit alors que la décision avait déjà été prise pour lui. Il était entré dans une dynamique dont il ne contrôlait plus le rythme. La visite du messager confirma ce qu'il redoutait. L'homme se présenta avec la politesse froide de ceux qui savent tenir un couteau derrière un sourire. Il parla d'un défi formel, d'un affrontement réglé, sur terrain neutre, afin d'éviter un bain de sang inutile. Les mots étaient choisis avec soin, presque élégants. Les enjeux semblaient raisonnables. Des entrepôts, des routes portuaires, soudain qualifiées de zones partagées. Une redistribution présentée comme un compromis. Dominique vit immédiatement le piège. Refuser signifiait déclencher une guerre ouverte. Accepter, c'était entrer dans un espace où les règles pouvaient être modifiées à volonté. Lorsque le messager ajouta, comme une simple précision, que l'affrontement aurait lieu dans l'ancienne arène clandestine, celle-là même où le frère de Reina avait trouvé la mort, Dominique sut que la proposition n'était pas une négociation. C'était une provocation calculée. Il accepta. Non par confiance, ni par bravoure, mais parce que toute autre réponse aurait été interprétée comme une invitation à frapper sa maison avant même qu'il n'ait le temps de réagir. En donnant son accord, il gagnait au moins le temps de se préparer. Elisa entendit la nouvelle avant qu'on ne la lui annonce officiellement. Elle perçut la tension dans les voix, les silences trop longs, les respirations retenues. Lorsqu'on lui proposa de l'envoyer loin, dans un lieu sûr, elle refusa. Ce refus n'était ni impulsif ni naïf. Elle expliqua calmement qu'elle avait passé sa vie à être la raison pour laquelle son père craignait chaque jour. Elle ne voulait plus être ce point faible que l'on protège en sacrifiant tout le reste. Elle voulait être utile à leur survie, non un poids à dissimuler. Raina n'argumenta pas. Elle se contenta de renforcer l'entraînement. Les journées devinrent plus longues, les exercices plus exigeants. Elle ne cherchait pas à rendre Elisa courageuse. Le courage, elle l'avait déjà. Elle cherchait à la rendre disciplinée, lucide, capable de distinguer le combat qu'il faut accepter de celui qu'il faut éviter. Elles s'entraînèrent dans des lieux abandonnés, des entrepôts où le bruit se fragmentait, où les échos se superposaient jusqu'à devenir trompeurs. Raina apprit à Elisa à reconnaître les motifs dans le chaos, à écouter la différence entre un pas hésitant et un pas décidé, à sentir la présence d'un corps par la manière dont l'air se déplaçait autour de lui. Chaque erreur était analysée, jamais excusée. Chaque progrès était silencieusement intégré. La dernière épreuve eut lieu par une nuit de tempête. Sur un toit exposé au vent, à la pluie et au fracas du tonnerre, Raina supprima les repères habituels. Le bruit de l'eau brouillait tout. Le sol glissait. Plusieurs gardes affrontèrent Elisa sans complaisance. Non pour la blesser, mais pour ne rien lui offrir. Elle tomba. Elle se releva. Elle se trompa encore. Puis elle comprit. Elle apprit à entendre la pluie elle-même, à percevoir les variations dans le rythme des gouttes, là où un corps en mouvement modifiait l'espace. À l'aube, trempée et épuisée, elle tenait encore debout. Raina la regarda longuement avant de prononcer ce qu'Elisa n'attendait pas comme une récompense, mais comme une vérité. Elle était prête.
Pas invincible, pas intouchable, prête. Dominique observa la scène à distance, le cœur lourd et clair à la fois. Il savait désormais que ce qui allait se produire ne pourrait plus être évité. Les rumeurs avaient fait leur œuvre. Le défi était lancé, et sa fille, qu'il avait voulu protéger du monde, se tenait désormais prête à y entrer. La nuit suivante, alors que la ville se préparait à assister à un spectacle qu'elle croyait maîtrisé, Dominique comprit que la véritable bataille ne se déroulerait pas seulement sur l'arène, mais dans la manière dont chacun choisirait d'y survivre. Le jour du tournoi se leva sans éclat, comme si la ville elle-même refusait d'accorder la moindre solennité à ce qui allait se produire sous ses fondations. Dominique Crawford quitta la maison avant l'heure convenue, non pour devancer ses adversaires, mais pour éprouver une dernière fois le poids de la décision qu'il avait prise. La voiture s'enfonça dans les quartiers oubliés, là où le béton porte encore l'odeur ancienne de la sueur et du sang. Plus ils approchaient, plus Dominique percevait cette tension particulière qui précède les événements irréversibles, lorsque chaque détail devient un signe et que chaque silence prend la forme d'un avertissement. L'entrée de l'arène se trouvait dissimulée derrière un ancien entrepôt, un de ces lieux qui semblent abandonnés depuis des décennies, mais que la ville n'a jamais cessé d'utiliser pour ses affaires les plus obscures. En descendant les rampes étroites menant aux profondeurs, Dominique sentit le passé de Raina s'imposer à lui avec une force presque physique. Il savait que pour elle, cet endroit n'était pas seulement un champ de bataille potentiel, mais une tombe sans pierre, un souvenir qu'aucun temps n'avait effacé. La foule était plus nombreuse qu'il ne l'avait anticipé. Les gradins de béton se remplissaient de silhouettes au visage fermé, d'hommes venus non pour assister à un simple affrontement, mais pour confirmer une redistribution du pouvoir. Les odeurs de métal, de poussière humide et de sueur ancienne flottaient dans l'air, réveillant une mémoire collective que personne ne cherchait à apaiser. Dans les loges surélevées, Dominique aperçut des figures qu'il connaissait et d'autres qu'il ne connaissait pas encore, ce qui l'inquiéta davantage. Parmi elles, un homme attira son attention par son calme ostentatoire. Sa présence n'avait rien d'anodin. Il observait la scène comme on observe un mécanisme dont on est certain du résultat. Raina comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Trop de caméras, trop d'organisation, trop de visages importants réunis en un seul lieu. Ce n'était pas un combat, c'était une mise en scène, une démonstration destinée à marquer les esprits et à effacer un nom. Avant même que le signal officiel ne soit donné, les lumières s'éteignirent brutalement dans la pièce où Dominique, Raina et Elisa attendaient. Le silence fut aussitôt rompu par le fracas d'une porte défoncée. Des hommes surgirent, équipés pour une intervention rapide, leurs mouvements précis et coordonnés. Il n'y eut ni annonce ni sommation. L'attaque avait commencé. Ils avaient choisi leur cible avec soin. Elisa devait être la première à tomber. Pour eux, elle n'était qu'un symbole fragile, un point faible à exploiter. Ce fut leur erreur. Dès le premier mouvement hostile, Elisa se déplaça avec une fluidité qui trahit des centaines d'heures d'entraînement. Elle ne voyait pas les silhouettes, mais elle entendait leur respiration, percevait la tension de leurs muscles, devinait leurs intentions à la manière dont l'air se comprimait autour d'eux. Ses gestes étaient là courts, mesurés, dépourvus de toute panique. Elle désarma, repoussa, esquiva. Non par brutalité, mais par nécessité. Dominique observa sa fille avec un mélange de terreur et de révélation. Ce qu'il voyait n'était pas une enfant transformée en arme, mais une jeune fille qui avait appris à survivre dans un monde qui n'aurait jamais fait preuve de pitié. Elle ne cherchait pas à dominer. Elle cherchait à rester debout. Raina, de son côté, se mouvait avec l'efficacité de ceux qui ont déjà traversé l'enfer et n'en attendent plus rien. Chaque mouvement était dépourvu de fioritures. Chaque coup portait une finalité claire. Elle ne combattait pas pour se venger du passé, mais pour empêcher qu'il ne se répète. Son visage ne trahissait aucune émotion superflue. Elle neutralisait, avançait, protégeait. Comprenant que rester enfermés serait leur perte, ils forcèrent leur passage vers l'arène elle-même. Là, sous les projecteurs et devant des centaines de témoins, la vérité devint impossible à dissimuler. Ce qui devait être un affrontement réglé se transforma en chaos public. Les caméras captèrent non un duel, mais une tentative d'exécution collective. À cet instant précis, les plans élaborés dans l'ombre commencèrent à se retourner contre leurs auteurs. Harris Gray avait anticipé cette trahison. Sans alerter Dominique, sans chercher à le convaincre,
il avait préparé une autre réponse. Non pas avec des hommes armés, mais avec des preuves, des enregistrements, des itinéraires, des promesses faites par des adversaires trop sûrs d'eux pour se méfier de leur propre avidité. Lorsque l'ordre de tuer fut murmuré depuis les gradins, une autre force entra en scène. Des agents fédéraux surgirent par les accès secondaires, encerclant l'arène avec une précision implacable. Les sorties furent bloquées, les communications coupées. Les regards changèrent. Ceux qui étaient venus assister à une chute réalisèrent qu'ils se trouvaient eux-mêmes pris au piège. Les arrestations commencèrent sous les yeux d'une foule médusée. Des hommes habitués à donner des ordres furent menottés, traînés hors de leur loge, privés soudain de l'aura qui les avait protégés pendant des années. L'arène conçue pour la violence gratuite devint le théâtre d'une autre forme de jugement. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne mourut pour satisfaire un pari. Lorsque le tumulte s'apaisa enfin, Elisa sentit ses forces l'abandonner. Une légère tremblement parcourut son corps, non par faiblesse, mais parce que la tension avait cessé de la soutenir. Dominique la prit dans ses bras, et ce geste n'avait plus rien à voir avec la protection aveugle d'autrefois. Il la serrait comme on serre un égal, reconnaissant la force qu'il avait longtemps refusé de voir. Raina s'approcha d'eux, épuisée, couverte de traces de la nuit. Pour elle, cet endroit avait été synonyme de perte et de culpabilité. Pourtant, elle se tenait là, vivante, ayant vu son élève sortir indemne de ce que le monde avait voulu lui infliger. Dominique lui proposa de rester, non comme une employée, mais comme une alliée, une présence choisie. Raina n'accorda ni pardon facile, ni promesse immédiate. Elle reconnut cependant ce qu'elle n'avait que rarement rencontré. La capacité d'un homme à reconnaître sa faute et à tenter de devenir autre chose. Les semaines suivantes virent la ville changer de ton. Officiellement, on parla de raid et d'enquête. Dans les cercles plus discrets, on chuchota une autre histoire. Celle d'une héritière aveugle qui n'avait pas besoin de voir pour comprendre où se trouvait le danger. Celle d'une femme disparue qui était revenue non pour détruire, mais pour transmettre. Celle d'un homme de pouvoir qui avait compris trop tard, mais pas trop tard, que la véritable force ne se commande pas. Des mois plus tard, Elisa se tint devant un public différent. Elle franchit une série d'obstacles que même des combattants aguerris jugeaient impossibles, démontrant un contrôle absolu de l'espace et d'elle-même. Lorsqu'on s'attendit à un discours de défi, elle offrit autre chose. Elle refusa d'être un symbole de guerre. Elle choisit d'être un symbole de choix. Dominique, à l'écart, écoutait le silence attentif de la salle plus que les applaudissements. Il comprenait enfin que son rôle n'était plus de bâtir des murs, mais de ne pas entraver le chemin de sa fille. Raina, pour la première fois depuis 10 ans, se réveilla sans la sensation d'avoir échoué. Elle avait vu un avenir s'ouvrir là où, autrefois, tout s'était refermé. Ainsi s'achevait une histoire née du bruit sec de 2 morceaux de bois frappant l'air dans un sous-sol. Et de cette fissure initiale était né un ordre nouveau, fragile mais choisi. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer la suite de cette histoire et d'autres récits de forts. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et partagez au bas âge cette vidéo avec ceux à qui elle plaira à coup sûr.